Larache Gerouche Azoul. Nous revoilà pour la deuxième fois au sujet d'une question d'actualité, d'une question brûlante, à savoir l'Azawad. L'Azawad qui rentre bien sûr dans les domaines de tes compétences, puisque c'est une région sur laquelle tu travailles pendant maintenant des années, dans le cadre de tes recherches, de tes travaux. Voilà, donc ma première question aujourd'hui concerne cette déclaration, cette proclamation de l'indépendance de l'Azawad qui a été donc proclamée le 6 avril suite à la libération totale, qui est d'ailleurs une libération spectaculaire parce que ça s'est fait en quelques mois du territoire de l'Azawad qui est faite, bien sûr, qui est achevée le 1er avril 2012. Donc, la communauté internationale, plusieurs observateurs disent que cette indépendance n'a pas de sens, l'Azawad n'a pas de sens. Les Maliens, d'ailleurs, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, que l'Azawad ne correspond à aucune réalité. Donc, ma question à toi, c'est ça. Est-ce que cette indépendance, justement proclamée par le MNLA, le Mouvement National pour la Libération d'Azawad, a un sens ou pas? Azoul, je pense qu'on avait abordé un certain nombre d'aspects historiques, culturels, géopolitiques de l'Azawad lors de la première émission. Ce qu'il faut probablement insister sur l'aboutissement de ce combat des Touaregs, c'est sur le caractère historique. L'entité Azawad, tous les points de vue, des politologues, des géopoliticiens, des anthropologues, des historiens, est une entité qui remonte à Tombouctou et bien avant. Donc c'est une entité dans sa manifestation moderne, juste la veille de l'indépendance du Mali, l'Azawad a demandé son indépendance. Et ils ont refusé d'être intégrés dans l'État malien d'aujourd'hui. Donc, s'il y a une revendication d'autonomie, d'indépendance de l'Azawad, elle n'est pas nouvelle, elle est ancienne. Elle est portée par les Touaregs et également par les autres communautés du territoire Azawad. Deuxième aspect, depuis l'indépendance du Mali, le peuple Touareg, ou le peuple de l'Azawad, plus exactement, parce que Touareg c'est la branche dominante numériquement et culturellement dans le territoire de l'Azawad. Donc si l'Azawad, depuis l'indépendance du Mali, n'a cessé de réclamer ses droits. Ce n'était pas simplement des droits culturels, ni des droits sociaux, ni des droits économiques, mais c'était des droits politiques. Parmi ces droits politiques, c'est de gérer par eux-mêmes leurs affaires. Et donc forcément, si certains mouvements en 63 ou 90 ou plus tard, la question de l'indépendance a été soulevée, mais il est abandonné lors des négociations, des fameuses négociations d'Alger. Mais au fond de l'ensemble des mouvements Touareg, la question de l'indépendance a été toujours une volonté. Donc, à la limite, en dehors de toute revendication culturelle, linguistique, identitaire, la question de l'Azawad est une question coloniale, de tous les points de vue du droit international. C'est une région qui remonte de Tombouctou jusqu'à Kidal et qui, malheureusement, chaque fois, démystifiée, présentée d'une manière, je dirais, diffamatoire. Parce que quand on lit, quand on voit dans la presse occidentale, dans la presse de la région, donc d'Afrique du Nord, c'est le désert. L'Azawad, c'est le désert. Mais les villes les plus importantes de l'Azawad sont situées sur le fleuve du Niger. Une des régions les plus riches du point de vue donc l'écosystème, l'agriculture, dans cette région. Tombouctou n'est pas dans le désert. Gao n'est pas dans le désert. Kidal également n'est pas dans le désert. Donc c'est un pays qui est organisé, mais il veut son indépendance. Bien sûr, comme vous l'avez signalé dans la question, pourquoi
il y a ce côté un peu spectaculaire. Au bout de, je sais pas, 6 mois, ils ont réussi à libérer l'essentiel des villes. Pour ça, c'est spectaculaire pour les gens qui ne connaissent pas la réalité de l'Azawad. C'est l'aboutissement. La cueillette ne peut se faire qu'en quelques secondes, mais le mûrissement, la maturité se fait sur des mois et des mois. Et pour un peuple, c'est des années et des années de lutte et de construction. Donc, une conjoncture, ça permet au peuple touareg et à ses élites de déclarer l'indépendance. C'est une déclaration d'indépendance d'un mouvement politico-militaire et bien sûr agréablement soutenu par toutes les communautés touareg. Le 26 mai, c'est un sujet qu'on peut éclairer par la suite. Aujourd'hui, et ce qui explique un peu l'intox, la désinformation, l'excitation des agences de presse et le relais sur l'indépendance, c'est que maintenant, la question de l'indépendance de l'Azawad est une question sociale, sociétale, populaire, parce que les notables, et qu'est-ce qu'on entend par les notables, pour les berbères de toute région, c'est les chefs de tribu, c'est les gens de parole, c'est les assemblées, c'est ce que constitue le peuple touareg de l'Azawad. Et bien sûr, le peuple touareg de l'Azawad n'a rien à voir, et ça peut-être pour éclairer tout le monde, y compris certains décideurs dans la région, le peuple touareg de l'Azawad n'a rien à voir avec les autres touaregs d'Algérie ou de Niger ou de Libye ou de la Mauritanie, simplement bien sûr par communauté, par extension, c'est une solidarité amazigh, donc une solidarité berbère qui dépasse bien sûr les Touaregs. Donc en résumé à cette question, on peut affirmer donc par les archives, par le combat de l'Azawad, que c'est un processus, c'est l'aboutissement d'un processus historique qui a permis d'abord à un mouvement de libération, donc le MLA, de déclarer l'indépendance et bien sûr confirmé que 2 mois après par une assemblée de notables le 26 mai, donc à Gao. Donc c'est ni quelque chose qui tombe du ciel, ni quelque chose qui est le produit d'une conspiration régionale, c'est plutôt l'aboutissement d'une lutte d'un peuple sur plusieurs décennies. Justement, à l'annonce de cette proclamation d'indépendance, il y a eu une levée de boucliers, notamment de la part d'Alger et de Paris. Comment peut-on expliquer cette réaction, mais vraiment carrément, disons, épidermique, qui s'oppose d'une manière catégorique, sans chercher à comprendre l'accès à l'indépendance des peuples de l'Azawad. Donc, à mon sens, cette réaction de puissance régionale et de l'ancienne puissance coloniale, donc, et plus particulièrement de la France et de l'Algérie, s'explique d'abord par une déclaration d'indépendance que je peux qualifier, entre guillemets, avec beaucoup de prudence, d'une déclaration d'indépendance hors contexte. Pourquoi? Parce que le contexte d'aujourd'hui, on peut se souvenir de ce que certains journalistes ou spécialistes ont qualifié de printemps, entre guillemets, arabe, c'est aujourd'hui, nous sommes dans des déclarations de gouvernance sous tutelle. Nous sommes dans une époque qui, sur le plan géopolitique, n'accepte plus les souverainetés d'État. C'est une époque qui favorise les souverainetés sous tutelle. Vous n'avez qu'à faire le bilan de ce qui s'est passé en Libye, en Tunisie, en Égypte, au Yémen et ailleurs. Parce que ça ne touche pas simplement cette partie du monde, mais ça touche l'ensemble du monde, y compris la Grèce. C'est-à-dire la Grèce, il suffit qu'un Premier ministre souhaite organiser un référendum pour accepter un accord européen, on a vite demandé son départ, il a été presque limogé.
Donc la Grèce sous tutelle, on accepte la Grèce avec une gouvernance sous tutelle, et bien sûr par extension, tous les autres pays doivent être sous tutelle. Sous tutelle. Donc dans le cas de la Zouad, un pays qui milite pendant 60 ans pour son indépendance arrive et il déclare l'indépendance. Nécessairement, les puissances autour de cet espace diront non. Et c'est, je trouve, personnellement, d'une manière presque neutre, c'est une réaction presque normale. Mais ça, c'est l'aspect, bien sûr, apparent. Mais l'aspect caché, c'est quoi? C'est que les Touaregs d'aujourd'hui proposent un modèle qui dérange. Si c'était les islamistes qui ont déclaré l'indépendance de la Zouad, il n'y aura aucun problème. Le lendemain, il y aura comme on dit, le minimum institutionnel sur le plan international de reconnaissance. Deuxième aspect, dans cette affaire de reconnaissance ou de rejet de l'indépendance de la Zouad, c'est que la Zouad pose un autre problème assez bizarre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on constate l'unanimité pour refuter l'indépendance d'un peuple. On se rappelle, dans les années 60 et même dans les années 70, il suffit qu'un petit groupe d'individus manifeste à Doha, au Koweït City, pour que la puissance coloniale, comme la Grande-Bretagne, accepte d'accorder l'indépendance. La même chose dans les anciennes colonies françaises, il suffit qu'un mouvement de rebelles procède à un accrochage superficiel et le lendemain, on lui accorde l'indépendance. C'était le cas du Tchad, c'était le cas du Mali, c'était le cas de la Mauritanie, le cas de beaucoup d'autres pays. Aujourd'hui, autant d'accord, quand le mouvement de libération de la Zouad a déclaré l'indépendance, on peut à la limite émettre du doute. Mais quand l'assemblée de notables Touaregs accepte l'indépendance, nécessairement, c'est l'expression d'une volonté populaire. Les Touaregs, les sages des Touaregs, les notables des Touaregs, les chefs des tribus des Touaregs ne sont pas des aventuriers. Donc, nécessairement, c'est l'expression d'une volonté populaire. Et là, bien sûr, non. À mon sens, l'explication, c'est que c'est quelque chose qui vient à contre-courant. Et bien sûr, il n'y a que les poissons vivants qui nagent à contre-courant. Nécessairement, les Touaregs, s'ils avaient annoncé il y a 10 ans l'indépendance de leur pays, ils auraient éventuellement, comme le cas du Soudan du Sud, une reconnaissance internationale. Aujourd'hui, même les Touaregs eux-mêmes, les Touaregs sont sages, parce que tout simplement c'est un combat de longue haleine. S'il n'y a pas la reconnaissance aujourd'hui, ils auront la reconnaissance demain, parce que c'est une expression populaire, ce n'est pas l'émanation d'un rapport de force ou d'une conspiration régionale pour gêner Alger ou gêner Paris ou remettre les intérêts français dans le nord du Niger ou dans le nord du Mali. Non. C'est juste un contexte, autant sur le plan intérieur, au niveau des Touaregs, est un contexte extrêmement favorable, parce qu'il y a l'unanimité pour l'indépendance, et régionale, elle est défavorable, et on a l'unanimité bien sûr, de rejet de cette indépendance. Tout ça n'est pas neutre, par la partie, bien sûr, internationale, ce n'est pas neutre, parce que comme je l'ai expliqué dans la première partie, la Zouad est un jugement de richesse. On le présente malheureusement comme le désert, mais vous n'avez qu'à se rappeler de Tombouctou, de Kidal, de Gao, du fleuve du Niger. Il traverse le territoire de la Zouad. Au nord, des richesses promoteuses de pétrole. Au sud, c'est une région qui peut connaître une industrie agroalimentaire assez florissante, pourvu qu'on donne les moyens et on laisse ce peuple se développer. Donc, c'est une question pour eux de vie ou de mort. Je souhaite toujours la vie. C'est une question toujours de vie pour eux, donc pas question de mort. Mais sur le plan international, ils ont réussi
quelque part, entre guillemets, ils ont réussi une grosse manœuvre. Et cette fois-ci, la bataille, elle était malheureusement organisée autour de deux axes. Le MNA a pour seul soutien intérieur les Touaregs, donc le peuple Touareg, et un soutien extérieur de quelques élites ou des élites berbères, berbérophones, des hommes libres de par le monde qui soutiennent les causes justes, au même titre que pour le peuple sahraoui, pour le peuple palestinien ou pour d'autres peuples. On se mobilise pour des massacres à Tripoli, à Damas, et il y a des massacres dans l'Azawad et personne ne dit rien. Au contraire, on accable les Touaregs de tous les maux. Parce que tout simplement, derrière cette tentative de déstabilisation, il faut lire dans la presse, il n'y a qu'une seule source, et à partir de cette source-là, tout est organisé. Combien d'agences de presse donnent de l'information sur l'Azawad? Depuis l'annonce par le MNA et par l'Assemblée des notables, il n'y a eu que deux communiqués de presse de l'AFP. Un communiqué pour dire, le premier bien sûr, pour dire que Tombouctou est sous contrôle des intégristes et d'Al-Qaïda, et depuis quelques jours, depuis 2-3 jours, un autre communiqué pour dire qu'il y a un État taliban, un État Qaïda Land, un État islamique qui est créé dans le nord du Mali, et de temps en temps on dit dans le sud de l'Algérie. Et bien sûr, c'est une manœuvre de déstabilisation. Ça fait peur à tout le monde. Mais pourquoi justement, je suis tout à fait d'accord que l'AFP joue ce rôle, mais pourquoi les autres médias suivent aveuglément l'AFP? Qu'est-ce qui explique ça? Les autres médias suivent l'AFP. Si vous me permettez, il faut d'abord éclater les médias en deux groupes. Ouais. Les médias d'abord de puissance régionale, toutes les puissances régionales, et principalement à Alger. Autant ils affichent une ligne éditoriale pour la liberté, pour l'expression populaire, pour les luttes du peuple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous reprenez soit Al-Watan, la dépêche de Kabylie, soit Liberté d'Algérie, soit les autres journaux. Ils sont tous unanimes sur une question fondamentale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais quand il s'agit de l'Azawad, ils s'inscrivent dans une logique pratiquement de rejet, de refus, parce que ça les arrange en reprenant la source UFP, parce que l'UFP fait peur en disant que c'est les islamistes, tout le début c'est les islamistes, et donc ça les arrange. Ils reprennent ça. Et bien sûr, ils agissent, ça dépend du degré d'affinité des médias d'Afrique du Nord vis-à-vis du pouvoir. Ne parlons pas du Maroc, parce que c'est les islamistes qui gouvernent. Ne parlons pas de la Tunisie, c'est des islamistes qui gouvernent. La Libye, c'est des djihadistes qui gouvernent. Il reste donc Alger. Alger, également, n'a pas réglé cette question avec l'islamisme. Au Maroc, c'est un commandeur des croyants. À Alger, l'islam est religion d'État. En Tunisie, l'islam est religion d'État. La Libye, vous connaissez un peu, c'est pire que ça. Et puis Alger, c'est quand même un véritable producteur de l'islamisme, y compris par son éducation nationale. Oui. Donc par l'éducation nationale, par les élites, par y compris la nouvelle assemblée, même s'ils sont
pas, c'est des députés qui ne sont pas élus sur les listes des partis islamistes, mais ils sont élus sur des listes du FLN avec une forte coloration islamiste. Donc, et sans oublier aussi, excusez-moi, bon, sans oublier aussi l'instrumentalisation et la manipulation de ce qu'on appelle ACMI, ce qui est l'ancien GSPC, et ainsi de suite. J'arrive à cet aspect qui remonte à peu près il y a 304 ans. J'avais produit un papier académique qui explique on avait presque, parce que ces puissances, donc d'abord les puissances régionales, puis les puissances internationales comme la France, ont des spécialistes de haut calibre qui analysent, qui comprennent, qui produisent. Donc, c'est moi, en tant que chercheur, j'avais écrit déjà il y a 4 ans de nombreux papiers sur la ZOAD, forcément d'autres lieux où il y a eu beaucoup de conférences sur le transsaharien, sur le subsaharien, le projet bien sûr qui doit transporter le gaz du Nigeria, du Niger vers l'Europe, remonte à une dizaine d'années. Donc tout le monde s'intéressait et tout le monde savait que le seul vecteur incontrôlable, non maîtrisable, c'était les Touaregs. Donc nécessairement, il y a eu en quelque sorte, pour les Américains ça remonte à 1995, il y a eu en quelque sorte un redéploiement vers cette région du monde, dans le cas où il y a un problème, bien sûr, l'AQMI, les mouvements islamistes insardines, défenseurs ou partisans de l'islam, ça dépend comment on traduit le mot, ça sera l'excuse pour une intervention militaire. Sous couvert entre guillemets, de la communauté internationale, sous couvert d'intérêts régionaux, on a même prévu un état-major au sud de l'Algérie, des puissances régionales qui regroupent le Mali, le Niger, la Mauritanie, Alger. Donc tout ça est venu après une mûre réflexion sur le contexte régional dans cette zone particulière. C'était pas quelque chose comme ça. Deuxièmement, pour revenir à la question des médias, donc le premier groupe, c'est les médias de puissance régionale, et le deuxième groupe, c'est les puissances internationales. Les puissances internationales, il y a une certaine forme de féodalité. Dans l'implicite, il y a presque un partage. Je prends par exemple tout ce qui est Moyen-Orient, principalement, la principale source, c'est Reuters. Pour l'Afrique du Nord et l'Afrique, d'une manière générale, c'est le Vatican de l'information, c'est l'AFP. Et c'est un péché, c'est une profanation, c'est la mécréance, si vous ne faites pas référence à l'AFP. Un jour, un journaliste algérien de l'Ouatan, il disait, au moment où ils ont eu des problèmes, l'Ouatan en tant que journal, vis-à-vis de l'agence de Alger Presse Service, donc l'agence de presse d'Alger. Il disait, on n'a pas besoin de cette agence tant qu'on est adhérent de l'AFP. Le câble AFP est plus pertinent et plus informateur que le câble d'Alger. Le journaliste, je lui ai posé la question, pourquoi? Il m'a dit tout simplement, parce que la PS est elle-même adhérente à l'AFP. Moi, je bois à la source. Ouais, effectivement. Je bois à la source. Et donc, cette source-là, localement, a deux sources d'information. Les autorités maliennes, avec tout le soutien d'Alger, et bien sûr, Ansar ad-Din, tout le soutien de Qatar et d'Arabie Saoudite. D'un côté comme de l'autre, les postulants pour cette configuration d'information, c'est une gouvernance sous tutelle. Voilà un peu. Justement, parlons de. Donc là, vous parlez de Qatar et d'Arabie Saoudite pour Ansar ad-Din. Et comment expliquer les liens qu'il y a entre Ansar ad-Din et les fameux groupes AQMI, qui sont apparemment AQMI liés à Alger, du moins selon certains observateurs. À l'origine, à mon sens,
on n'avait que AQMI. Et c'est quoi AQMI? À la base, quand il y a eu une forte opposition donc, politique d'Alger vis-à-vis de l'islamisme militaire ou l'islamisme terroriste, certains dirigeants du JSPC, il faut revenir à cette origine, du JSPC, ont été chassés, pourchassés jusqu'aux arrière-fonds du désert. Donc, tout à fait au début, c'était un refuge. C'était pas les islamistes n'ont pas, ou ces islamistes armés n'ont pas cette dimension stratégique que certaines puissances ou certains médias lui accordent. C'était le refuge. Et à cette époque, c'était les Algériens, le peuple algérien, qui a pris des armes en soutien à l'armée, il faut l'accepter, pour chasser les islamistes. Et donc les islamistes se sont réfugiés dans le désert. Ils ont constitué des îlots. Ils étaient perdus dans le désert. Et avec, bien sûr, et ça remonte à peu près avant 2000, et avec un peu de temps, ils ont versé dans le grand banditisme. Kidnapping, prise d'otages, il n'y avait pas d'action militaire, comme dans le Nord, de type attentats et cibles des militaires ou cibles des élites, comme dans les années, comme en 94, 95, 96. C'était carrément, se sont transformés en bandes armées du Grand Chemin. Ils se sont réfugiés dans les montagnes de l'Azouad. Et c'est les montagnes de l'Azouad qui traversent un peu le Hogar. Donc une partie sont en Algérie, une partie au Niger, une partie un peu au Mali. Et à cette époque, Kadhafi a joué la carte islamique. Et donc il avait des éléments comme l'actuel chef d'Ansar Dine, qui venait de la rébellion Touareg des années 90. Et quand il y a eu un arrangement, il a été promu consul de Mali en Arabie Saoudite, avec plusieurs séjours à Qatar. Il est revenu donc du Moyen-Orient, fortement islamisé, et avec, qu'on le veuille ou non, l'image d'un combattant touareg. Et un cœur, une pensée islamiste. Donc il y a eu une forme de reconversion à l'époque où il était consul en Arabie Saoudite. Avec bien sûr beaucoup de soutien de Libye. Donc il a tissé beaucoup de relations avec l'Arabie Saoudite et avec Qatar. Avec les événements de Libye, c'est quelqu'un qui a servi également l'aventure de Qatar en Libye. Donc il a renoué avec Qatar. Aujourd'hui, et face un peu à ce mouvement d'indépendance de l'Azouad, Ansar Dine bénéficiait d'un soutien médiatique puissant. Il suffit d'écouter Al Jazeera, le reportage d'Al Jazeera sur l'Azouad ont pour source les images qu'on voit à travers le monde et par Al Jazeera English ou Al Jazeera arabique, c'est des images qui sont produites dans certains territoires contrôlés par Ansar Dine. Mais est-ce qu'Ansar Dine a un lien directement avec Al-Qaïda? C'est qu'on pense qu'il y a eu, c'est le contraire. Ansar Dine a pris en sympathie Al-Qaïda. Parce qu'Al-Qaïda, c'est quoi? C'est plus des Algériens, majoritairement des Algériens réfugiés dans cette région-là. Donc, c'est facile à combattre. Ils peuvent être isolés. Ce n'est pas des gens autochtones, comme les gens d'Ansar Dine. La partie autochtone d'Al-Qaïda, elle s'est séparée, c'est le Méjao, hein, donc c'est le mouvement islamique de l'Afrique de l'Ouest. Et ceux qui détiennent aujourd'hui les diplomates algériens. Et ce mouvement-là, c'est des
c'est des autochtones, des intégristes Touareg, hein, ou des intégristes plutôt Peul et Touareg. Donc, parce que la communauté Peul est une communauté très religieuse, avec qu'on présente que le chef de file du mouvement islamiste armé Al-Qaïda, moi je pense que c'est une exagération. Qu'on présente les choses comme ça, du type que Ansar Din, si, comme disait quelqu'un, c'est plutôt lié à la personnalité du chef. C'est un notable, c'est un ancien combattant du mouvement Touareg, reconverti à l'islamisme par l'Arabie Saoudite et par la finance qatari. Et il revient et fédère beaucoup de tendances. Et bien sûr, Al-Qaïda lui apporte une certaine expertise technique. Et puis Al-Qaïda a réussi à organiser des réseaux de transfert d'armes de Libye vers l'Azawad et donc vers Ansar Din et non vers le MNA. Le MNA, ouais, comme certains le pressent, le faire croire. Donc c'est un combat absolument complexe, mais complexe parce que tout simplement cette complexité, elle n'est pas naturelle, elle est pervertie par la désinformation. C'est la désinformation qui organise cette perversion. Par contre, la réalité sur le terrain, de tous les points de vue, est une réalité au profit d'une orientation d'indépendance de Touareg. Et les Touareg n'ont pas transigé sur cette question. Le plus important pour le Touareg, ce n'est pas un État islamique ou un État non islamique. L'important pour les Touareg, c'est un État indépendant. Et ça, c'est l'acquis majeur du mouvement national de libération de l'Azawad, qui a réussi à convaincre les notables et Touaregs à accéder à ça. Bien sûr, au même moment, comme vous le disiez tout à l'heure dans la discussion, c'est que ces gens-là n'ont qu'un seul soutien, c'est le peuple Touareg. Ansar Din, ils ont le soutien de grandes puissances pétrolières ou de monarchies pétrolières, plus une perversion sans précédent de l'information. On dit qu'il y a un chat tué à l'Azawad, sachant qu'il n'y a jamais ni de chat, ni de chèvre, ni de chameau. Donc c'est l'AFP. L'AFP, bien sûr, moi je ne dénonce pas ce média, mais ce média participe à une stratégie de domination de la région. Tout simplement.